En Iran, on pend, bien plus d'ailleurs que ce qu'on croit. Une dizaine d'hommes d'origine kurde viennent ainsi d'être exécutés début janvier, selon l'ONG Engo, en plus des 4 manifestants et de l'ancien ministre anglo-iranien. En Iran, on massacre et on emprisonne, y compris les enfants. Au moins une 60aine assassinés, 2 mois seulement après le début des manifestations de septembre. Alors ici, ça nous choque, on condamne, mais l'Occident reste pour l'instant bien placide face à ce régime de la terreur qui ne semble pas franchement donner de signes de faiblesse. Est-ce un trompe-l'œil? Que faire? Et à qui a-t-on réellement affaire? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir sur ce plateau et en duplex de Berlin. Tim Gouldiman, je commence par vous parce que vous nous avez rejoint un peu à la dernière minute. Merci infiniment, tout juste de retour d'Irak. Tim Gouldiman, vous avez été ambassadeur de Suisse en Iran entre 1999 et 2004. Et pas n'importe quel ambassadeur, puisque vous représentiez aussi à l'époque les intérêts américains auprès du régime des Pasdaran, les gardiens de la Révolution. 50% de votre job, dire si vous étiez au cœur de la bête. Vous avez ensuite participé activement à ce qu'on a appelé les négociations de l'ombre entre 2004 et 2006 entre Américains et Iraniens concernant le dossier nucléaire notamment. Alors tout le détail de ces coulisses et autres de vos missions en Tchétchénie, au Kosovo, en Allemagne sont à retrouver dans un magnifique livre d'entretien Demain la Suisse qui est paru en 2015. Et Shador Jawan, merci infiniment à vous aussi de nous avoir rejoints. Merci de m'inviter. D'avoir fait le déplacement de France, la France, votre terre d'exil, mais aussi d'accueil, depuis que vous avez fui la révolution islamique de l'ayatollah Khomeini. Vous aviez 26 ans. Quand vous êtes arrivé à Paris sans en parler la langue, vous êtes depuis devenue écrivaine et essayiste en français. Ça, c'est complètement bluffant. Mais l'Iran, l'islamisme, la violence faite aux femmes, notamment, restent archi présents dans tous vos écrits, comme dans votre dernier livre, Et ces êtres sans pénis, dont on voit aussi paraître la couverture à l'écran, paru chez Grasset en 2019. Et évidemment, c'est une série d'histoires toutes tragiques, mais vraies, de femmes iraniennes dont la seule faute, mais quelle faute, est d'être nées femmes sans pénis, donc dans le pays de la révolution islamique. Et à nos côtés, comme chaque semaine, Philippe Val, bienvenue. Bonjour Laetitia. Réjouissant programme. Merci beaucoup d'être là, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo. Alors, Charlie Hebdo, votre ancien journal, qui vient de s'illustrer par un acte coup de poing contre la dictature des mollahs, un concours de caricatures publié début janvier en soutien aux révoltes actuelles des Iraniens. Pas qu'un acte symbolique, quand on sait ce qui est arrivé au dessinateur de Charlie, quand on sait aussi ce qui est arrivé cet été à Salman Rushdie, en raison d'une fatwa lancée précisément par l'ayatollah Khomeini en son temps. Alors on voit s'afficher les 2 unes de la dessinatrice Coco à l'écran. Et la deuxième où le sous-texte, c'est « On a mis 1 semaine à trouver la sortie » pour dire à quel point ils sont bobets, ces mecs-là, qui ne comprennent absolument rien aux femmes. Mais est-ce qu'ils sont si bêtes que ça, Shador Jawan? Est-ce qu'on a raison de les sous-estimer? Ou est-ce qu'on doit les sous-estimer? Alors, je crois qu'ils sont tout sauf bêtes, justement. Et d'ailleurs, il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi et quand il s'agit d'un ennemi qui possède et gouverne un des pays les plus importants du Moyen-Orient et qui est un régime criminel, sanguinaire, islamiste, terroriste, mafieux, que dirais-je encore, qui est un régime vraiment criminel dans tous les sens du terme, et bien sûr terroriste, qui a commis des actes de terreur en Iran dès le lendemain de la révolution dite islamique, dès que Khomeini est arrivé en Iran, et dans le monde entier, partout, en Argentine, en Europe, en Irak, en Syrie, au Yémen. Donc, par où ils sont passés, ils ont sommé la terreur. Donc non, ils ne sont pas bêtes, mais ils sont bien sûr au Liban, et comment au Liban, oui. Il y a tellement que parfois on oublie. Ils ne sont pas bêtes, mais ils sont dangereux, ils sont des terroristes. Vous savez, alors si vous dites qu'ils sont bêtes, juste Khomeini a roulé dans la farine le monde entier.
tous les politiciens du monde, tous les spécialistes, tous les intellectuels. Juste Khomeini. Aujourd'hui, il y a 1000 Khomeini en Iran. Oui. On a été tous roulés dans la farine. Qui sont-ils réellement, ces gardiens de la révolution, Tim Gouldiman, justement, dont on parle comme ça, comme d'une nébuleuse à laquelle on ne sait pas vraiment quel attribut, comment les caractériser? D'abord, j'aimerais bien dire que j'ai beaucoup apprécié dans votre introduction l'aspect sexuel du conflit actuel. C'est-à-dire dans toute la confrontation entre les pastorants sur lesquels vous m'avez posé la question et les femmes qui, au début de ces manifestations, jouaient le rôle central. Maintenant, c'est une population plus large. Il y a d'un côté la frustration des femmes dans une société qui ne leur donne pas la possibilité de vivre selon leurs désirs. Et de l'autre côté, on oublie toujours, la frustration des jeunes Basiji, c'est-à-dire ces troupes mobilisées en masse par le régime pour la répression avec la violence, qui sont des jeunes mecs frustrés auxquels on donne la liberté de taper sur les jeunes femmes. Et c'est pas par hasard que les femmes qui ont été arrêtées, assassinées ou maltraitées, violées, sont des jeunes femmes, surtout des jeunes femmes très belles, si on regarde un peu les photos. Et là, il y a quelque chose qui échappe un peu les nouvelles et les discussions politiques sur ces événements chez nous, à l'Occident. Mais justement, ces troupes-là dont vous parlez, en quoi elles sont-elles différentes? Comment sont-elles formées par rapport à la population? Parce qu'on retrouve beaucoup de jeunes hommes et d'hommes tout court qui soutiennent les manifestations, qui sont tout à fait du côté des femmes, qui ne les violent pas dans les prisons ou qui ne leur tirent pas dessus dans les manifestations. Donc comment est-ce que s'entretient justement, comment les gardiens de la Révolution entretiennent-ils ces troupes misogynes et... C'est toute une organisation immense et qui constitue un peu le pouvoir dans cet État, le pouvoir politique, le pouvoir des forces armées, mais surtout aussi le pouvoir économique par des privilèges des pastorants. Alors les pastorants, c'était l'armée formée par la Révolution à la suite de l'attaque de l'Irak contre le pays, où le pays, immédiatement après la Révolution, a dû se mobiliser militairement, n'avaient pas confiance à l'armée du Shah, et puis ils ont créé une armée parallèle qui était, c'est-à-dire l'armée le plus active dans la guerre contre l'Irak, dans la défense, et à la suite, c'est cette armée qui s'est développée comme un État dans l'État, aussi avec leur puissance économique. Ils contrôlent, pour ainsi dire, l'économie là où se crée la richesse, avec tous les privilèges qui sont liés avec. Et aujourd'hui, face à ces pendaisons, là, il y a effectivement eu 4 exécutions assez spectaculaires de jeunes hommes manifestants, pas des femmes, c'est à signifier, plus un ancien ministre anglo-iranien, plus en fait dans les prisons de tout le pays en Iran, des Kurdes, une dizaine ont été recensés sous d'autres motifs que ceux des manifestations. Mais ces exécutions-là, aujourd'hui, justement, elles choquent beaucoup en Iran. Philippe, justement, est-ce que en Occident, est-ce que l'Occident est assez trop passif aujourd'hui, devrait justement intervenir beaucoup plus? Oui, l'Occident est beaucoup trop passif parce que c'est une crise dans une région du monde où se joue notre avenir déjà, notre avenir même, on pourrait dire, civilisationnel. Je pense que si l'Iran des mollahs tombait, ça aurait des conséquences incroyables parce que cette révolution iranienne des années 80, enfin du début de 79, quand l'ayatollah revient en Iran, cette révolution islamique, en réalité, elle nous a été présentée par nos intellectuels qui étaient, enfin beaucoup d'entre eux en tous les cas, qui étaient convaincus que l'ayatollah Khomeini amenait une révolution formidable en Iran. Donc ils se sont dit qu'importe le contenu pourvu qu'on ait l'ivresse, la révolution islamique est une révolution potentiellement de gauche, donc nos intellectuels de gauche ont soutenu l'ayatollah Khomeini dans un premier temps, ce qui est hallucinant, et on s'est trompé, et ils nous ont trompés sur la nature de cette révolution, en disant c'est une révolution
chiite, ne pas confondre avec le reste du monde arabe. Chiite, ça n'a rien à voir. Donc on a dit, ok, ça n'a rien à voir. Or, ça avait tout à voir. Ça n'était pas une révolution chiite. C'était une révolution qui prenait ses racines dans l'alliance, dans les années 50, entre les frères musulmans, donc tout à fait sunnites dans ce que ça a de plus basique, puritain et rétrograde, avec le leader de l'islamisme en Iran, 1954, qui s'appelait, là j'ai son nom, Nawab Safavi, pardon. Donc ils se rencontrent en 1954, ils fusionnent le mouvement des islamistes chiites et des frères musulmans sunnites, ils fusionnent le mouvement en 1954. Je crois que Safani a été exécuté ou a arrêté exécuté, quelque chose comme ça. Donc le mouvement est décapité et c'est en 1956, l'ayatollah Khomeini lui-même qui prend la tête de ce mouvement, qui est d'origine sunnite. Donc c'est une espèce d'usurpation de la culture chiite, perse, où il y a énormément bon, évidemment, des paysans, des gens illettrés, mais beaucoup de lettrés aussi, beaucoup d'intellectuels. C'est une OPA sur ce monde par un monde sunnite, celui des frères musulmans, qui est, lui, le plus puritain et le plus rétrograde de ce qui se fait dans le monde arabe pratiquement à ce moment-là, dans les années 30. Voilà. Donc il y a quelque chose de faux déjà à la base dans notre façon de voir la révolution iranienne. Ensuite... Et sur ce point, j'aimerais entendre Shadort Jawad. Est-ce que c'est si important que ça de faire une différence entre chiites et sunnites? Alors non, je vais vous dire, parce que c'est... vous savez, Khomeini, il disait qu'il n'y a pas de... Lorsqu'il est arrivé en Iran, il n'y a pas de nation iranienne n'existe pas. Il n'y a que l'Oumma, la nation musulmane. Et les frères musulmans, au-delà d'être une partie, c'est plus que ça. La signification des frères musulmans, c'est dire nous sommes tous des musulmans, unissons-nous contre les mécréants. Que ce soit sunnite, que ce soit wahhabite, que ce soit chiite, peu importe. Et c'était ça la mission de cette révolution islamique. D'ailleurs, les pastarons, ce sont les pastarons, ça veut dire celui qui protège. Ils protègent la révolution islamique mondiale. C'est pour ça qu'ils ont aussi une branche de l'armée de Quds. Donc la révolution islamique qui se veut mondiale, pas seulement iranienne, pas du tout. Et une autre chose, c'est que Monsieur l'ambassadeur a précisé qu'en fait, effectivement, il y a un aspect sexuel érotique. D'ailleurs, c'était Jean Starobinski qui avait dit de la culture dite islamique, qui est une espèce de despotisme érotisé. Terme que j'avais repris dans un de mes livres et je l'avais analysé. Donc ça, il s'agit, je veux dire, quand dans les années, il y a 21 ans, j'ai commencé à écrire contre le régime islamique il y a 21 ans. Et quand je disais c'était le régime islamique de l'Iran qui finançait le Hamas, bien sûr le Hezbollah libanais qui avait été créé d'ailleurs en Iran puis exporté là-bas, qui finançait le Ennahda tunisien, qui finançait beaucoup de mouvements sunnites, y compris en Algérie, les mouvements islamistes et terroristes. Tout le monde me disait non, ils sont sunnites, là ils sont chiites. Or, ça ne se découpe pas de cette façon-là, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, là, par exemple, bien sûr qu'il y a une alliance entre les chiites, mais aussi alliance entre tous les terroristes islamistes du monde. Donc, bien sûr, il y a des rivalités, puisqu'ils sont aussi des êtres humains. Il y a des rivalités comme il y a des rivalités entre les mouvements mafieux. Mais ils sont tous ensemble. Il y a une espèce de solidarité contre l'Occident impie, contre l'Occident mécréant. Juste pour répondre à la question, juste pour finir, est-ce qu'on devrait s'y intéresser davantage? Oui, Déjà parce que, pour des raisons morales et éthiques, et ensuite parce que si l'Iran des mollahs tombait, ça serait une défaite séculaire pour les frères musulmans. Ça serait une déroute pour les frères. Ils perdraient un pouvoir incroyable dans le monde. C'est-à-dire que ça aurait des incidences dans nos rapports avec l'Algérie, dans nos rapports avec les pays arabes. Mais précisément, c'est la question, c'est une des deux questions d'ailleurs qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les conditions d'une révolution sont vraiment en place? Parce que des tentatives de révolution, l'Iran en a connu déjà beaucoup.
beaucoup, hein, en 2009, en 2019, et elles ont été réprimées dans le sang. Monsieur Gouldiman, et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour les aider éventuellement? Mais d'abord, la question, une révolution, c'est dire de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de la fin du régime actuel en Iran? Est-ce que c'est le début de la fin? Je crois que c'est le début, mais la fin n'est pas encore là. Et si c'est la fin de ce régime, il faut faire attention de ne pas s'imaginer que tout d'un coup, il y aura liberté, démocratie, droits de l'homme et tout ce qu'on veut. On ne sait pas. Parce que, n'est-ce pas, les problèmes intérieurs de la société iranienne sont tels qu'on ne sait pas ce qui va se passer au moment où ce régime est mis en question. Ce régime, pour le moment, a toujours dans ses mains le pouvoir de maintenir le régime. Bien sûr, ils sont en train de perdre toute sa légitimité. Maintenant, est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer? Sa légitimité auprès de qui? Parce que vous dites que les conditions ne sont pas encore réunies. De la population. Oui. C'est la population. Et donc la population est majoritairement, oui, n'est-ce pas? Il y a 20 ans. Anti-gouvernement, anti-régime. Oui, il y a 20 ans, au temps de Khatami, le président élu relativement démocratiquement. Khatami a eu la légitimité de la population parce qu'il a été élu par la majorité de la population. À ce moment-là, il y avait toujours l'espoir que les réformistes pourraient changer de l'intérieur ce système. Ça n'a pas réussi. Aujourd'hui, cet espoir n'existe plus. Ça ne signifie pas que c'est la fin du régime. Ça signifie tout simplement que la légitimité dans la population n'y existe plus comme ça existait jusqu'à un certain point il y a 20 ans ou dans cette période des réformistes. Aujourd'hui, on ne parle plus des réformistes. C'est une confrontation entre régime et population. Mais depuis longtemps, effectivement, en 2009, encore une fois, la légitimité a été contestée par un certain nombre de la population, et en 2019 aussi, et ça n'a pas abouti à une révolution. Donc, quelles conditions faudrait-il pour justement que ce régime faillisse, flanche, soit remplacé? Je peux très bien répondre. On ne sait pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire la prochaine échéance pourrait être la mort de Khamenei, le guide suprême. Parce que c'est à ce moment-là qu'il doit être remplacé. S'il est remplacé par quelqu'un qui est aussi répressif que Khamenei actuellement, ça pourrait provoquer de nouveau une mobilisation comme on le voit pendant ces derniers mois. Mais si ça met vraiment en question le système, c'est une question. La prochaine question, c'est qu'est-ce que c'est l'alternative? Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que tout d'un coup, il y aura une démocratie qui va surgir de rien. Justement, la question, Shador Jawan, c'est un peu celle qu'on se pose aussi par rapport à la Russie. C'est est-ce que finalement on sait ce qu'on a? Est-ce que ça serait, on ne s'expose pas au pire si tout d'un coup le régime... Oui, alors je vais répondre par rapport à je l'ai toujours écrit, il n'y a jamais eu de réformateurs et de modérés en Iran. C'était juste une espèce d'étiquette qu'on collait sur certains ayatollahs souriants qui jouaient le rôle de modérés, comme Khatami, comme Rouhani. Mais ils étaient pareils. Sous le Khatami, il y a eu beaucoup d'assassinats, beaucoup d'enlèvements, beaucoup de tortures. Rouhani, qui est venu même en France, c'était quelqu'un qui disait qu'il fallait organiser des pendaisons publiques dans toutes les prières de vendredi pour servir de leçon à quiconque veut faire des manifestations ou protestations. Maintenant, les gens en Iran, vous savez, pendant longtemps, ils ont choisi entre le mauvais et le pire, parce qu'ils voyaient que le monde occidental commerçait avec ce régime, que le monde occidental ne voulait pas se débarrasser de ce régime, que le monde occidental, j'utilise le mot, collaborer avec ce régime. Donc, maintenant, comment faire pour qu'une révolution réussisse? Une révolution a besoin d'être financée. Les gens, main vide, les Iraniens ont montré, leur courage. Maintenant, ces jeunes qui s'essayaient comme ça disaient tirer. Le courage de cette jeunesse, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Et aujourd'hui, on ne sait même pas combien de dizaines de milliers des jeunes sont sous la pire
torture. Effectivement, monsieur l'ambassadeur avait raison, il sélectionne non seulement des gens les plus beaux ou belles, les filles les plus belles, mais médecins, enfin des gens, ça vous fait, c'est comme si on vous retourne un couteau dans vos entrailles. Ce qu'il faut faire, exactement, les plus belles possibles pour les afficher. Pour les afficher, pour dire voilà, on les a. Là, il annonce à la télévision, il faut les démembrer, il faut les violer. On va les violer, même les gamines de 12 ans. On va les défoncer. Ils le disent officiellement. D'accord ? Ce qu'il faut faire, pourquoi on n'a pas encore, ça veut dire, ça fait 4 mois, l'Occident n'a rien fait à part des actes symboliques. Rien. Parce qu'il laisse encore une petite fenêtre pour des négociations. C'est ça la vérité. C'est que si on avait fait avec le régime la même chose qu'on a fait avec les oligarques russes, et qu'on avait rétribué... Justement, pour conclure sur quelle est l'attitude que l'Occident aujourd'hui, la Suisse, parce qu'en Suisse, on demande justement un durcissement de l'attitude des mesures face à l'Iran, c'est réclamé par plusieurs bords politiques. Et qu'est-ce qu'on doit faire justement par rapport à cet Iran qui nous fait peur? Il ne faut pas avoir d'illusion qu'on puisse faire beaucoup. D'abord, il y a 2 facteurs importants. 1, l'Iran est déjà sous ces sanctions les plus fortes qui existaient maintenant. C'est pareil avec la Russie, mais c'est nouveau. Pendant que l'Iran était mis sous des sanctions les plus systématiques, surtout des États-Unis, mais aussi de l'Occident depuis 20 ans. Depuis 30 ans. Et le système a survécu assez bien et s'est arrangé. 2, ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est une scission entre Russie, Chine, Iran, dans la mesure où l'Iran ne se sent plus dépendant de l'Occident ou de leur attitude, c'est-à-dire de l'attitude occidentale envers l'Iran. Ils se sont fort indépendants et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est aussi la raison, et à mon avis l'unique raison de quelque chose que je ne comprends pas, pourquoi est-ce que l'Iran s'allie avec la Russie dans la guerre en Ukraine. C'est vraiment pas compréhensible, mais ils le font. À mon avis, c'est l'expression du fait qu'ils pensent il n'y a plus de communauté internationale à laquelle on aimerait bien faire partie, comme c'était la volonté jusqu'il y a 2-3 ans du régime d'une façon ou d'une autre, mais ils disent maintenant nous sommes indépendants, l'Occident, ça ne nous intéresse pas, ce qu'ils pensent, ils font des sanctions en tout cas, nous nous allions avec la Chine, l'Inde, la Russie, et avec la situation actuelle des prix du pétrole et du gaz, ça a de l'avenir économique. Alors, en quelques mots, comment est-ce qu'on les atteint ici, de France, de Suisse? Comment est-ce qu'on peut ne pas justement apporter notre pierre à la lutte de la population iranienne aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut renforcer les sanctions? On peut le faire. On pourrait cibler les sanctions contre les personnages actifs dans la répression. Je crois que c'est en train d'être fait du côté de la communauté de l'Union européenne et aussi des États-Unis, mais les États-Unis ne peuvent plus renforcer leurs sanctions parce que c'est les sanctions les plus générales qui existent. On les déclare du côté de la terroristes. Suisse, bien sûr. Mais bien sûr, on peut participer à toutes ces sanctions, mais il ne faut pas avoir d'illusion que ça changera dans la situation actuelle l'attitude du régime. Ils ne se font pas impressionner par ces réactions parce qu'ils se croient indépendants de la réaction occidentale. donc la révolution ne peut venir que de l'intérieur, c'est ça? Et ça sera le mot de conclusion. Oui. Et en plus, il faut faire, c'était toujours, pendant les décennies passées, c'était toujours l'opposition à l'intérieur a dit « Faites attention de ne pas nous aider de l'extérieur, on perd la légitimation à l'intérieur parce qu'on ne veut pas être vu comme des agents de l'impérialisme occidental. » Alors on va conclure cette première partie. On continue à en discuter dans quelques instants après une courte pause.
Bienvenue dans cette deuxième partie du Point, toujours en compagnie de Shadort Jawan, de Tim Goodiman et de Philippe Val pour évoquer la situation dramatique en Iran. Et là, on était sur la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire en Occident, en France, en Suisse, pour aider ou pas. Faut-il le faire d'ailleurs, les Iraniens? Shadort Jawan. Oui, alors une chose, les gens qui disaient en 2019 ou avant, il ne faut pas que les Occidentaux se mêlent parce que on va perdre la légitimité. Tout d'abord, la légitimité auprès de qui? Auprès des criminels, les pires criminels terroristes. Vous êtes tellement soucieux de votre réputation auprès des terroristes islamistes. C'est la première chose. Deuxième chose, ces gens-là étaient des agents d'influence du régime islamiste de l'Iran, je l'ai dit 100 000 fois. Maintenant, comment aider cette révolution? On a fait avec la Russie, qu'est-ce qu'on a fait? Tout de suite, on a confisqué tous les biens de tous les oligarques russes. Si on confisque tous les biens, tous les avoirs des Pasdaran et aussi 5800 proches du régime qui sont au Canada, Australie, l'Europe, Suisse, aux États-Unis, et on rétribue cet argent, du moins une partie, parce que les Occidentaux ne veulent pas le faire, une partie pour aider les grèves nationales et générales dans tout le pays, en 4 mois, le régime va tomber. Parce que parmi les Pasdaran et les Bassidji et tout l'appareil de répression, il y a seulement peut-être 10% qui sont idéologiquement liés au régime. D'autres, ils y sont parce qu'ils font leur boulot, ils font leur job, parce qu'ils sont payés pour le faire et qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ça, première chose. Deuxième chose, je voulais dire, il n'y aurait pas de guerre civile en Iran. Et si jamais il y ait de guerre civile en Iran, ou si jamais ce régime reste au pouvoir en Iran, regardez, je ne me suis jamais trompée dans ces 25 années où j'écris et j'analyse à l'opposé de tous les spécialistes français qui se sont toujours trompés. S'il y a guerre civile en Iran, si la révolution échoue et que le régime reste, non seulement Poutine va gagner la guerre, je vais vous signer et vous mettre, l'Europe va être islamisée dans une dizaine d'années. Maintenant, je ne sais pas si ça serait 20 ans ou 30 ans. Donc, imaginez s'il y a une guerre civile en Iran, quand la guerre civile il y a eu en Syrie, combien d'attentats terroristes on a eu en Europe? Comme à quel point les islamistes ont progressé. Aujourd'hui, il y a encore 15 ans, on parlait de coopération avec les pays d'Afrique. Aujourd'hui, on a foutu dehors la France de toute l'Afrique. Tous les pays du Maghreb, tous les pays musulmans, ils sont pro-russes. Si le régime islamique de l'Iran tombe, l'islamisme va être ébranlé dans le monde. Si ce régime reste, s'il y a une guerre civile en Iran, la guerre civile va se propager dans tout le Moyen-Orient et dans la Turquie, et l'Europe va être... Alors, vraiment, la guerre civile va venir en Europe aussi. Il y a une autre option, Tim Goodiman, il y a une autre option qui dit justement, on est sous sanctions, c'est vrai, l'Iran est sous sanctions depuis des décennies, embargo sur le pétrole, tout le système financier iranien est isolé et néanmoins, il faut les Pasdarans s'enrichissent encore. S'enrichissent encore, le pétrole prospère, c'est pas évidemment la panacée, mais ça ne fonctionne pas. Alors, quelles conséquences doit-on en tirer par rapport à la Russie? Ça, c'est un autre chapitre. Mais il y a des voix justement par rapport à l'Iran qui disent au contraire, maintenant, il faut arrêter avec ces sanctions parce que c'est qu'en favorisant la classe moyenne, en favorisant justement, y compris le travail des femmes, qu'on arrivera à favoriser, à donner les conditions d'une vraie révolution. Laquelle des deux options vous semble la plus crédible et la plus efficiente? Je crois d'abord, c'est dangereux de voir ça dans... c'est-à-dire une interprétation religieuse, l'islam, l'islamisme, et surtout avec une vision qui me fait penser à l'attitude anticommuniste il y a 50 ans, où on croyait, où on prétendait qu'il faut combattre le communisme partout, autrement nous serions communistes d'ici 10 ans ou 20 ans. Alors là, je crois qu'on parle de quelque chose d'autre. On parle d'un régime dans de grandes difficultés qui essaye de se maintenir au pouvoir avec toute la répression possible. C'est vrai, inacceptable, tout ce qu'on veut. Lorsqu'il s'agit des sanctions, alors même à niveau suisse, il faut réfléchir qu'est-ce que c'est possible à la base de notre loi. Et je crois, bien sûr, il y a des possibilités. On peut
faire plus, d'accord. Mais il y a un aspect, je crois, où vraiment on pourrait apporter de l'appui à ce mouvement contre le régime, ce sont les moyens de communication. Parce que si c'était possible de faire ou bien de délivrer de façon ou d'une autre des instruments qui rendent possible la communication entre la population, indépendamment des mesures de répression électronique du régime, je crois que ça pourra avoir un très grand rôle dans le développement de ce mouvement. Mais ça, c'est extrêmement intéressant parce que l'Iran a justement enlevé Internet et a même réussi à isoler, à couper les VPN. Ce que la Russie elle-même n'a pas réussi à faire, Philippe Val, par rapport à sa population. Ça veut dire quand même qu'on est face à un régime extrêmement sophistiqué qui détient une force considérable pour pouvoir isoler, comme le ferait la Corée du Nord, sa population qui est hautement éduquée, hautement instruite, hautement en relation avec l'Occident. Alors, il y a une population iranienne traditionnellement lettrée et très éduquée. C'est une vieille civilisation qui perdure aujourd'hui, bien qu'elle soit étouffée par la révolution islamique depuis plusieurs années, mais elle existe, elle est toujours là. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il faut préciser une fois de plus que ça n'a rien à voir avec les révolutions arabes, ce qui se passe actuellement. On pourrait dire que c'est une révolution perse, c'est une révolution pour récupérer une culture attaquée. Et aussi, il faut comprendre que le système des mollahs est un système qui désespère la population. Et là, c'est la troisième génération. Il faut comprendre une chose que nous, on a beaucoup de mal à comprendre ici en France et en Europe en général et dans nos pays assez doux finalement, c'est que vivre dans ce désespoir, dans cette souffrance ou mourir, c'est égal. Donc on peut mourir. On peut accepter l'idée de mourir pour combattre le régime des mollahs. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, nous, mais qui est une évidence pour les gens de cette génération-là qui arrivent maintenant, après ce qu'ont vécu leurs parents et leurs grands-parents. Ils sont prêts à mourir. C'est quelque chose qui pose un gros problème pour les mollahs. Maintenant, qu'il y ait une technologie suffisamment avancée pour virer les VPN, comme vous dites, qu'il y ait des intellectuels, qu'il y ait des scientifiques, évidemment, l'Iran est plein de gens comme ça, et très sophistiqués, qui savent manier les concepts les plus modernes de la science. C'est un pays qui pourrait être très utile au monde s'il n'était pas sous la coupe de ces féodaux. C'est un pays qui servirait le monde. C'est un pays qui est sur le point d'avoir l'arme nucléaire. Oui, mais c'est un déficit affreux pour la civilisation, ce qui se passe en Iran. Parce que c'est un pays qui enrichit l'humanité. Alors, il y a un angle mort, et j'aimerais vous entendre, Chadort et Tim Gouldiman. Il y a un angle mort, c'est quand même les Kurdes, parce que Misha Amini était kurde. Je l'ai dit, il y a beaucoup d'exécutions de Kurdes depuis le début de l'année, mais il y en a systématiquement beaucoup plus d'ailleurs que d'Iraniens, en général, en proportion. Ça, c'est des chiffres des ONG qui sont en place. Mais cette révolution, elle se fait aussi beaucoup, effectivement, apparemment, dans la communauté kurde, et jusqu'à quel point ces minorités qui sont écrasées, sunnites, mais qui sont écrasées depuis des décennies aussi par le régime des Pasdaran, pourraient jouer un rôle, prendre les armes, et à quel point ça, on n'en a pas conscience, on a l'impression qu'il y a une homogénéité dans la révolution et qui n'est peut-être pas aussi forte que ça. Alors, tout d'abord, c'est une révolution iranienne, pas une révolution perse. C'est une révolution iranienne, je le précise, et c'est quand les gens crient dans la rue, ils disent « nous sommes prêts à nous battre, à mourir pour reprendre l'Iran », que ce soit en Kurdistan et au Baloutchistan. Maintenant, là, les minorités les plus réprimées sont les Baloutches et non pas les Kurdes. Je vais dire une chose. Vous savez, quand j'ai écrit... assez édifiant. Hein. Oui, mais en Baloutchistan, c'est encore pire. En une journée, ils ont tué presque 100 personnes et beaucoup d'enfants. Maintenant, je voulais dire une chose. Et vous savez, dans mon premier article, j'écris qu'on a assassiné Mahsa Amini sous l'ordre direct de l'ayatollah Khomeini. Ce n'était pas juste une phrase en l'air. Je m'explique. Vous savez, le régime iranien a partout beaucoup d'agents, beaucoup. À Téhéran, bien sûr, dans toutes les régions frontalières, que ce soit Kurdistan, partout. Et
ils savent, c'est des gens qui sont introduits parmi la population, et quand ils voient qu'il peut y avoir une espèce de révolte dans une région et que les gens peuvent se soulever, ils anticipent, ils commencent à faire un truc pour que la révolution, pour que les gens, il y ait une espèce de soulèvement et pour aller les vraiment massacrer. Ce fut le cas en 96, en 2019 et en 2017. Donc, pourquoi ils ont assassiné? Ils ont assassiné à dessein Mahsa Amini. C'était une fille déjà. La vie d'une femme est la moitié de la vie d'un homme qui déjà ne veut pas grand-chose. C'est une Kurde. C'est une femme sunnite. Donc, c'était l'assassinat à Téhéran pour que les Kurdes se soulèvent et qu'ils aillent absolument réprimer le Kurdistan et même voire bombarder pour que ça se calme. Sauf qu'ils n'attendaient pas que tout le peuple iranien se soulève pour une fille kurde et sunnite. Ce qui s'est passé. Ça veut dire que les femmes, pourquoi? Parce qu'en fait, Mahsa Amini n'était pas une militante de anti-voile, n'était pas une jeune femme politisée. C'était juste tout ce qu'on voit, toutes ces vidéos qui sont sorties. C'est une fille adorable, gentille, simple. Et tout le monde dit, ça aurait pu être moi, parce que toutes les femmes iraniennes ont été arrêtés par la police des mœurs. Et ils ont dit, ça aurait pu être ma fille, ça aurait pu être ma femme, ça aurait pu... Donc, le régime ne pensait pas que le peuple iranien, que les jeunes de Téhéran, de Mashhad, de Ispahan, de partout, d'Azerbaïdjan, de Hormozgan, de toutes les régions de l'Iran, se solidariserait avec les Kurdes. Ça veut dire qu'il y a eu des jours où il y a eu dans 100 régions, 100 quartiers de Téhéran, et en fait, peut-être proportionnellement, les régions frontalières ont eu plus des gens morts ou assassinés ou en prison. Mais de Téhéran, il y a eu beaucoup plus, bien évidemment, parce qu'il y a une population beaucoup plus importante. Donc, en Iran, ça n'existe pas, le Kurdistan, Baloutchistan et tout ça. Et les gens qui mais ça existe des minorités qui sont bien sûr, mais partout réprimées que d'autres. Oui, en France, je ne parle pas minorités qui sont réprimées, pas du tout. Vous savez, vous allez à Téhéran, il y a 4 millions d'enfants de rue. Oui, ça, on y viendra après. Mais Tim Gouldiman, est-ce que justement, ça pourrait, cette révolte armée qui pourrait soutenir les manifestations aujourd'hui, est-ce qu'elle pourrait venir justement du Kurdistan ou du Baloutchistan, où ce n'est pas du tout assez structuré pour? Et je crois que d'abord, on ne sait pas. Et ce qui ne me plaît pas dans la discussion, c'est le mot révolution. Pour moi, une révolution a eu lieu quand il y a un changement de régime, un changement de pouvoir. Ce que nous avons, c'est un soulèvement, des manifestations, des protestations, une répression farouche du côté du régime. C'est ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Centaines de morts, d'accord. Ensuite, je crois qu'il y a différents fronts de ce conflit. Ça a commencé par la frustration, les manifestations des femmes, c'est-à-dire les femmes contre les régimes, contre les règles, les lois de vêtements, hijab, etc., dont la frustration des femmes qui vivent ou veulent vivre dans une modernité et s'opposent contre une répression traditionnelle, soi-disant islamique. Ça, c'est un front. L'autre front, c'est ce qui se passe avec les nationalités. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a eu aussi la protestation, parce qu'il s'agissait d'une femme kurde, aussi en Kurdistan. Et là, on touche un problème très sensible en Iran, c'est la cohérence des différentes nationalités. Et la question, qu'est-ce qui se passe avec le Kurdistan, qui était toujours supprimé par la peur du régime que les Kurdes puissent s'aligner avec les Kurdes en Irak, en Turquie, en Syrie, pour leur revendication nationale d'une nation kurde, un pays kurde. Alors là, il y a un autre front. Et la troisième chose, et ce qui est très important, ce qui a été dit, c'est de dire que l'opposition est venue de tous les côtés. Et c'est justement ce que le régime craint le plus. C'est qu'il y a tout d'un coup une nation contre le régime. Et c'est la raison pour laquelle ils essayent de cibler leur répression
sont des points les plus faibles de l'opposition. Ce sont c'est-à-dire les régions des différentes populations, soit les Paloutches à l'orient, près de l'Afghanistan, soit les Kurdes au nord. Oui. Alors, il y a la question effectivement de comment ils négocient avec leur population, enfin, ils ne négocient pas. Et puis, il y a la question de comment ils négocient ou pas non plus avec l'Occident. Et c'est vrai que le gros dossier maintenant, c'est le fait que l'Iran soit un des pays au seuil de l'arme nucléaire, qui soit bientôt en mesure justement de se doter de cette arme nucléaire. Vous qui avez été au cœur de ces négociations au début des années 2000, justement, qui n'ont pas abouti. Après, il y a eu un accord. Après, les États-Unis en sont sortis. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi aujourd'hui face à cet Iran qui est en passe très prochainement, vraisemblablement, de pouvoir se doter de l'arme nucléaire dans une région comme celle du Moyen-Orient? D'abord, je dois corriger, je n'étais jamais impliqué dans ces négociations. C'est-à-dire, j'étais parmi ceux qui ont discuté ce problème avec les propositions qu'on a développées, qui ont eu une certaine influence sur ce qui s'est passé après. Bon, alors, il y a depuis 20 ans, il y a ou bien 30 ans, où déjà, sous le Shah, il y a eu une industrie nucléaire avec le but de la capacité de produire soit de l'énergie nucléaire, dont le pays objectivement n'aurait pas besoin avec les moyens du pétrole et du gaz, mais peu importe, c'est leur ambition nationale depuis le gaz, depuis le Shah. Encore après la Révolution, ils veulent avoir cette technologie. Et je suis 100% convaincu qu'ils ne veulent pas produire la bombe même. Parce qu'on dit toujours, ils veulent la bombe. Oui, ils veulent la capacité de pouvoir développer la bombe dans un délai très court. Et ils sont très proches. Mais depuis, c'est-à-dire 10 ans, ils s'approchent de cette capacité. Et je crois aujourd'hui, c'est une question de quelques mois. Mais ça ne signifie pas du tout qu'on sera surpris d'ici 6 mois de l'explosion d'une bombe nucléaire iranienne. Plutôt, ils sont là et ils disent non, c'est tout pacifique, c'est tout seulement pour l'énergie. Et ils maintiennent cette capacité et ils jouent avec l'Occident pour faire semblant qu'ils suivent toutes les règles, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Iran fait partie de l'accord de non-prolifération des bombes atomiques. Alors, ils font semblant de se maintenir à l'intérieur de cet accord, ils font semblant d'être à l'intérieur du régime international, essaient de ne pas violer ces règles, tout en se préparant pour la possibilité d'avoir la bombe si ils en ont besoin. Et je pense que ce n'est pas la même chose que de dire non, d'ici 3 mois, ils auront la bombe et puis on sera surpris. Je peux dire une chose sur... Alors, en 2007, j'ai écrit « Ne négociez pas avec le régime islamiste de l'Iran » en 2007. Ils veulent la bombe. Ils veulent la bombe parce qu'ils savent qu'avec la bombe atomique, ils n'auront pas le destin d'un Saddam Hussein, d'un Kadhafi. Ils veulent la bombe parce qu'ils savent qu'avec la bombe, maintenant la bombe ou la capacité d'avoir la bombe en 2 mois, 3 mois, je ne vois pas la différence. Ils veulent la bombe parce qu'ils savent que la pérennité de leur régime islamiste et la pérennité de la révolution islamique dans le monde dépend de la bombe atomique, en tout cas de la capacité d'avoir la bombe atomique très rapidement comme ça. Et parce qu'ils savent parfaitement. Et là-dessus, les autres pays musulmans jouent le double jeu. Moi, je ne sais pas, soit les responsables, je ne veux pas être irrévérencieuse, mais soit nos dirigeants sont très naïfs, ça je n'y crois pas, soit ils savent, ou alors l'autre mot un peu quand même ignorant, ou les deux à la fois, ou ils ne veulent pas savoir, je n'en sais rien. Je veux dire qu'une fois que l'Iran se dote de l'arme atomique, on dit que les autres pays musulmans ne veulent pas que l'Iran se dote de l'arme atomique. Moi je pense qu'ils jouent double jeu. Ils savent que si l'Iran se dote de l'arme atomique, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les autres pays musulmans aussi, pour l'équilibre de la terreur, ils voudront la bombe atomique. Et imaginez-vous, en Europe, peut-on vivre avec des pays musulmans dotés de l'arme atomique ? Déjà sans bombe atomique, avec 7 otages en Iran, français, donc on tremble.
Alors imaginez qu'on seront des puissances nucléaires ou alors des puissances... S'ils ne veulent pas avoir la bombe nucléaire, pourquoi ils font infliger au pays 44 ans des sanctions de tout genre et tout ça pour avoir quoi? Ils prétendaient que pendant des années, ils disaient que c'était civil. Ils ne disaient même pas que c'était pacifique. Ils disaient non, on ne veut pas l'arme atomique est haram. Ils ont inventé ça, vous savez. Donc, alors l'Iran aujourd'hui, ils n'ont ni gaz, ni électricité. Les gens vivent sans gaz et sans électricité. Et comment peut-on faire? Moi, je ne dis pas ne négociez pas avec ce régime parce qu'il tue, il assassine, il torture, il démembre, il ouvre les corps vivants pour extraire les organes pour les vendre. Parce que c'est un pays aussi, un des premiers pays dans le trafic d'organes. Je dis comment vous pouvez faire confiance, vous les Occidentaux? Quand bien même corrompu, si jamais vous êtes corrompu, parce que la corruption est devenue la chose la mieux partagée après la connerie dans le monde. Il paraît depuis quelques années, en écoutant votre émission, même je l'ai appris. Donc, comment pouvez-vous faire confiance aux gens, aux dirigeants qui font ça à leur propre population? On va poser la question à justement, monsieur l'ambassadeur. Vous qui aviez essayé de tisser des ponts, vous aviez même préparé une feuille de route qui avait fait scandale à Washington en 2005, sauf erreur, 2003, sur justement vous proposiez, enfin vous créditiez en somme aussi le régime iranien de bonne foi d'une certaine manière. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez justement que dans cette attitude, on peut leur faire confiance? Quelle garantie on a? Et de toute façon, quel choix aussi on a, très concrètement, dans ces négociations qui sont au point mort face à l'arme nucléaire et face à l'attitude de l'Iran? C'est plutôt la question que vous avez posée, quel est le choix qu'on a, n'est-ce pas? Peut-on avoir confiance dans un régime qui se comporte comme c'est le cas actuellement, jusqu'à une certaine mesure peut-être, ça dépend de leurs intérêts, de nos intérêts. Alors le but de toute cette négociation et de l'accord nucléaire avec l'Iran, c'était de garantir que la période de la sortie possible de l'Iran de l'accord et c'est-à-dire du traité de non-prolifération par une explosion d'une bombe atomique, que la période nécessaire pour arriver là soit prolongée. Ça, c'était le but. Ce n'était pas le but, parce que autrement ça aurait été impossible, d'éviter qu'ils développent la technologie. Ils ont la technologie. La question, c'est tout simplement, est-ce qu'ils ont un intérêt de se mettre d'accord avec des contrôles internationaux que cette période qui est dangereuse pour sortir de ce régime d'accord soit suffisamment long pour qu'on puisse réagir au niveau international. C'est l'unique choix qu'on a. Et on avait cet accord, et cet accord garantissait une certaine période soi-disant acceptable, et puis M. Trump, tout d'un coup, a décidé non, ça ne va pas, on sort. Entre-temps, cette période s'est raccourcie. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut réfléchir, est-ce que ça vaut la peine de continuer de discuter avec l'Iran, qui d'ailleurs instrumentalise, abuse ces négociations pour des fins politiques, pour dire non, non, on est civilisé, on aime bien se mettre d'accord avec la soi-disant communauté internationale. Bon, c'est une question, est-ce qu'on veut continuer? Je crois que pour le moment, ça a un certain sens parce qu'il reste un certain contrôle avec la présence de l'IAEA, c'est-à-dire de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, sur place. Bon, ces gens n'ont pas tellement de possibilités de contrôle, mais au moins, il y a toujours cette coopération. Et je crois que ça vaut la peine de maintenir cette coopération parce que l'alternative, c'est tout simplement de dire non, fini, terminé, mais ça ne nous donnera pas un moyen pour avoir plus d'influence sur le comportement de ce régime. Alors je crois que pour le moment, on a très peu d'alternatives que de continuer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec des sanctions ciblées contre les personnages, bon, d'accord, peut-être avec d'autres moyens que j'ai mentionnés dans le domaine électronique où on peut appuyer les possibilités de communication de l'opposition, bon, d'accord, mais on n'a pas beaucoup de
possibilité de réagir actuellement pour s'assurer à ce que le régime ne se comporte pas comme il se comporte actuellement. Wait and see, ça serait un peu le mot de la fin, le mot de conclusion. Alors, je voudrais juste ajouter que les sites clandestins en Iran, le régime avait veut dire que l'existence des sites clandestins nucléaires en Iran a été révélée bien avant la sortie de Trump de l'accord nucléaire sous Khatami qui était souriant, sous Ahmadinejad. Donc, ils avaient leur activité clandestine. Il y avait même des endroits où on rigolait. Et ce n'était pas du tout une ambition nationale. Les gens l'ont dit. Vous savez, il faut savoir que quand le régime fait une espèce de manifestation de 1 million de personnes, ben, pour un régime pareil, c'est très facile d'organiser. Déjà, aujourd'hui, ils parviennent même pas de dire que voilà, l'arme nucléaire est notre ambition nationale en faisant venir des agents de régime iranien sur le plateau de télé, dire oui, bien sûr, l'arme atomique, c'est notre ambition pour un peuple qui n'a rien à bouffer, qui est réprimé. Dans toutes les familles, depuis 44 ans, il y a eu au moins 3-4 personnes en prison, emprisonnées. Vous croyez que cette population, cette nation, son ambition, c'est que son régime criminel... Vous savez, les Iraniens se sont mordus. Les Iraniens se sont mordus le doigt d'avoir voté pour République islamique. Donc, vous croyez que l'ambition nationale d'un peuple comme ça, c'est l'ambition du régime, oui, et de son armée idéologique. Alors, ça sera le mot de la fin. Philippe, rapidement. Le mot de la fin, c'est que j'aimerais que la presse, nos médias s'intéressent de très près en permanence à ce qui se passe en Iran. Je sais, c'est difficile d'avoir du monde là-bas parce que c'est très dangereux. C'est moins dangereux en Ukraine. Mais on a beaucoup de contacts avec les réseaux, avec des moyens de communication, avec les gens qui se battent en Iran. On devrait s'intéresser de près. Et or, là, par exemple, une semaine de revue de presse, je fais une revue de presse par jour, le mot Iran pratiquement pas imprimé. C'est pas normal. C'est une inconsistance de notre système d'information. Versus l'Ukraine. Voilà. Donc, voilà, on en a parlé, on a essayé d'en parler, même si c'est passé très vite. On a essayé d'en parler aujourd'hui dans Le Point. Donc, cette situation dramatique en Iran, des solutions, malheureusement, il n'y en a pas de toutes faites. En tout cas, on vous remercie. On remercie infiniment Shador Jawan, Tim Goldman et Philippe Wahl d'avoir été avec nous et à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on parlera migrants, une réalité en hausse en Suisse aussi et qui s'annonce cruciale dans le débat pour les fédérales 2023. Alors, entre devoirs humains, besoins pour notre société et réalité du terrain, les migrants. Ce sera mercredi prochain dans Le Point. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine à toutes et tous.